Bien, donc on continue et donc on va utiliser ces notions de série et de parallèle pour voir ce qu'on peut faire avec des circuits divers et variés. Donc, petit 4, dipôles équivalents. Alors, ce truc-là est un truc extrêmement important. C'est assez simple à manipuler si on fait ça proprement. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, en général, donc le but du jeu ici, ça va être de transformer des circuits compliqués en des circuits beaucoup plus simples. Alors, pour une raison, en fait, je vous refais un peu le pattern. L'idée, c'est que si vous avez un circuit un peu compliqué, en général, vous avez, donc je vous rappelle que vous avez donc n équations, n inconnues, où n est le nombre de mailles indépendantes, d'accord, que c'est chiant. Et non seulement ça, c'est pénible à calculer, mais très souvent, vous n'avez pas envie de tout calculer. Or, vous savez, quand vous résolvez un système de n équations, n inconnues, à l'arrivée, vous avez l'intégralité de la solution. Sauf qu'en fait, très souvent, on a une grandeur qui nous intéresse dans un circuit, et les autres ne nous intéressent pas. Et donc, en fait, on a plutôt envie de simplifier le circuit de façon considérable pour avoir un circuit en général à une maille, très simple, avec la grandeur qui nous intéresse, ou en tout cas une grandeur très facilement reliée à la grandeur qui nous intéresse. L'idée étant de minimiser la quantité de calcul en faisant des circuits plus simples. Bien sûr, l'idée n'est pas de dire ce circuit est trop compliqué, donc j'en dessine un autre au pif plus simple parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, d'accord. Mais il y a des règles dans ces histoires-là. Et l'ingrédient principal de ça, c'est ce qu'on appelle les dipôles équivalents. Donc, comme d'habitude, définition de ce que sont deux dipôles équivalents. Donc, on est parti. Donc, deux dipôles AB et A'B'. C'est bon quand je mets les dipôles AB, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pôle A, un des pôles s'appelle A, l'autre s'appelle B. Vous comprenez ça. Sont dits équivalents si et seulement si ils ont la même caractéristique. Vous vous souvenez c'est que la caractéristique d'un dipôle? Oui. La relation qui relie l'intensité et la tension. Exactement, c'est la relation qui relie l'intensité qui traverse ce dipôle à la tension à ses bornes, d'accord? Donc autrement dit, ça signifie que si vous mettez une intensité I comme ça aux bornes d'un dipôle, alors je vais prendre un symbole bizarre exprès, juste pour dire que les dipôles sont différents, d'accord? Aux bornes d'un dipôle AB et que vous avez ici une tension U, et bien en fait vous avez littéralement la même tension U avec un dipôle qui serait par exemple comme ça, voilà, A'B' et I ici, d'accord? Voilà. Donc grosso modo ce que ça vous raconte, c'est que si vous avez le même I, alors vous avez le même U et inversement. D'accord? Voilà. Donc ces deux-là, c'est le même I et ces deux-là, c'est le même U. Donc bien entendu, il y a un cas trivial qui est qu'un dipôle est équivalent à lui-même. Ça, on est d'accord. Et en fait, des équivalences, on en a déjà croisé de façon, c'est des équivalences un peu triviales. Mais quand je dis qu'un interrupteur fermé, ça se comportait comme un fil, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. En fait, on s'est rendu compte que ça avait la même caractéristique. Donc on a dit un interrupteur fermé, c'est équivalent à un fil. Un interrupteur ouvert, c'est équivalent à un court-circuit. Si vous vous souvenez, on avait fait ce genre de choses. Donc en fait, on a déjà croisé les équivalences et dans des cas très simples. N'oubliez pas qu'on parle toujours de dipôles, c'est-à-dire que vous avez bien deux pôles identifiés, d'accord? Vous pouvez faire. Alors, en fait, la démonstration en soi, d'un point de vue fonctionnel, elle n'est pas hyper intéressante. Elle va surtout nous servir à prouver que deux dipôles sont équivalents, d'accord? Ce qui va être intéressant, c'est les conséquences de ça. Si vous avez deux dipôles équivalents, AB et A'B', ça signifie que dans n'importe quel circuit, vous pouvez débrancher AB et le remplacer par A'B', et que ça n'aura aucun impact sur le reste du circuit, et donc que ça n'aura aucun impact sur l'intensité qui traverse AB, ce sera la même, et la tension aux bornes de AB à l'arrivée. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, si AB et A'B' sont équivalents, alors on peut remplacer. Alors remplacer, je vais définir ce que ça veut dire. Ça,
remplacer, ça veut dire débrancher et brancher, débrancher le premier dipôle et rebrancher l'autre. Hein. Débrancher puis rebrancher. D'accord. On peut remplacer AB par A'B'. Donc, et là, il y a deux conséquences qui s'enchaînent en fait. Sans impact sur le reste du circuit. Et sans que UAB et l'intensité qui traverse la branche soit modifiée. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. On a déjà vu ce vocabulaire. En fait, vous vous souvenez, je vous ai un théorème qui ressemble un peu à ça, c'était quoi? On avait dit, ouais. Quand les dipôles sont en parallèle, on peut les inverser sans ça. En fait, ce que ça vous raconte, c'est que le dipôle constitué d'un dipôle et d'un autre dipôle en parallèle est équivalent au dipôle constitué de ça, où vous avez inversé les deux résistances. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc encore une fois, les équivalences, on a déjà croisées, sauf qu'on ne les avait pas identifiées comme ça. Ce que ça vous raconte d'un point de vue pratique, c'est la chose suivante. Si vous prenez un circuit quelconque, hein, on ne sait pas trop, et que vous arrivez à isoler un dipôle comme ça, là, pareil, je lui donne un symbole un peu étrange, voilà. Et ça, c'est mon dipôle AB. Ça signifie en fait que ce truc-là est équivalent au même circuit avec le dipôle A'B'. D'accord? Il faut que je mette les points au même endroit, sinon tout mon exemple tombe par terre. A'B', d'accord? Alors, petite remarque, en général, on va l'écrire comme ça, mais ce que vous avez fait, en fait, c'est ça. Vous avez pris le circuit, vous avez débranché le dipôle, d'accord? Et vous avez, en fait, ensuite rebranché le dipôle A'B' qui est équivalent. Je ne sais pas pourquoi il y a un prime qui... Enfin, si je sais, mais... Ça, c'est la première chose, d'accord? C'est ça que ça veut dire, remplacer AB par A'B'. Petite remarque, vous pouvez le faire littéralement dans l'autre sens, hein, d'accord? Il n'y a aucun problème dans cette histoire. C'est un principe d'équivalence. Et surtout, ce qu'il est extrêmement important de retenir, c'est que si vous aviez une intensité I ici et vous avez une tension U ici, alors vous retrouvez exactement la même quand vous avez rebranché le deuxième dipôle. D'accord? On est clair là-dessus? Ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que grosso modo, en fait, vous pouvez simplifier les choses. Alors, je vais vous faire une remarque et un théorème qui est hors programme, mais qui, pour vous donner une idée de à quoi ça sert. C'est un exemple. Vu d'une prise, tout le réseau électrique européen est équivalent à un générateur de tension. Alors, il n'est pas continu, il est alternatif, mais ce n'est pas très grave. Et il y a une résistance. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la complexité du réseau électrique européen, enfin, en termes de nombre de composants, de nombre de mailles, de trucs, enfin, c'est quand même assez gros, d'accord? Okay. Vu d'une prise, de n'importe quelle prise, ceci est complètement modélisable par ce truc-là. C'est-à-dire que tout se passe comme si vous aviez un générateur 220 volts derrière, avec une résistance interne, et puis c'est terminé. D'accord? Ce truc-là, portement, s'appelle le théorème de Thévenin. C'est vrai, n'importe quel circuit, en fait, linéaire est équivalent à ça. D'accord? Voilà, c'est un gros théorème. Mais vous voyez que vous avez réduit considérablement ce truc-là. Petite remarque, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire alternatif. On n'a pas encore vu ça, donc c'est normal que pour l'instant ce soit un peu en avance. Mais c'est juste pour vous donner à quoi ça sert les dipôles équivalents. Oui. On ne met pas le trait dans le cercle en général quand c'est un dipôle alternatif. Le trait, c'est réservé au courant quantique. Voilà. C'est juste un exemple, hein, d'accord? Mais c'est pour vous montrer à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'êtes pas obligé de vous coltiner l'étude de tout le machin. Oui. Peu importe de quoi il est constitué.
avec un dipôle de même caractéristique. On peut remplacer. Même caractéristique. C'est exactement ça que se raconte le paragraphe. Si tu arrives à trouver un dipôle de même caractéristique, tu peux remplacer ça par ça. D'accord? Et ça n'aura pas d'impact sur le reste du circuit. D'accord? Voilà. En interne, par contre, on va perdre des informations. D'accord sur ce théorème d'équivalence? C'est pas extrêmement compliqué dans cette histoire d'un point de vue strictement pratique. Tac, 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 tac. Voilà, on est parti. Et donc, je suis au petit 5 si j'ai pas oublié. C'est ça, c'était le petit 4 avant. Petit 5. Association de résistance. Oui, je t'écoute. Européen. Tout le réseau électrique européen équivalent à ça. D'accord. Grosse simplification. Encore une fois, c'est pas un exemple à connaître, mais c'est juste pour vous donner ça. Alors l'idée, en fait, c'est que vous avez constaté que, en fait, des dipôles, on en manipule très peu, finalement. Je parle des dipôles non triviaux, hein, d'accord, donc j'enlève les fils et les interrupteurs, qui sont un peu des dipôles un peu triviaux. Et sinon, pour l'instant, des dipôles, vous en connaissez que deux. Le générateur idéal de tension et les résistances, d'accord. Et donc, on va manipuler ces trois trucs-là. Les résistances, c'est au programme. Les générateurs, c'est pas au programme, mais je vais vous donner quand même la règle. Et donc, on est parti. Petit a, résistance en série. Comme d'habitude, je vais faire la démonstration avec deux résistances. Et c'est extrêmement simple à généraliser à une résistance. Je le généraliserai sans démonstration, d'accord. Donc, on est parti. Soit deux résistances que je vais appeler R1 et R2. C'est dans le même ordre que les questions de cours. J'ai fait série d'abord, tout à fait. R1 et R2 en série. Alors, la démonstration de ça est importante, vous devez savoir la faire, bien entendu, ça c'est la base. Mais ce qui est important, c'est bien mettre en place les concepts. L'électrocinétique, c'est pas dur à partir du moment où on voit les diverses choses. Voilà, d'accord? Combien j'ai de dipôles dans cette histoire? Presque. J'ai effectivement 3 dipôles, d'accord? J'ai bien entendu chacune des deux résistances qui est un dipôle, mais j'ai aussi le dipôle qui est constitué de l'ensemble des deux résistances, d'accord? Sans aucune forme de problème. Okay. Donc, celui auquel je vais m'intéresser, bien entendu, c'est celui-là. Alors, je veux votre attention à toutes et tous maintenant. On est en train de faire l'électrocinétique, on n'en a jamais fait encore pour l'instant. Donc, quand on vous donne un truc comme ça, la première chose à faire, je vous l'ai déjà dit, quelle est la première chose à faire quand on étudie un circuit, un bout de circuit? Ouais. On oriente effectivement l'intensité de façon arbitraire. Là, je vais l'orienter comme ça. D'accord? Donc, première étape, j'oriente mon intensité. Deuxième étape, c'est toujours dans ce sens-là que ça se fait, on oriente les tensions. On choisit la convention à chaque fois. Ici, on a des résistances, donc si on a le choix, on va se placer en convention récepteur. Autrement dit, les flèches de tension vont être dans le sens opposé à I. D'accord? Cette tension-là, je vais l'appeler U1 et cette tension-là, je vais l'appeler U2. Ces tensions, a priori, n'ont pas de raison majeure d'être les mêmes. D'accord? Il suffit que R1 soit différent de R2. Petite remarque, parce que c'est ça dont je vais avoir besoin. Cette tension-là vaut quoi? Si je l'appelle U. Ça vaut effectivement U1 plus U2 sans aucune forme de problème par loi d'additivité des tensions qui ressemble quand même fortement à du Schall. D'accord? C'est du Schall tout ça. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est donc d'écrire la chose suivante. On a, alors, que vaut U1? R1 fois I, tout à fait. U1, c'est R1 qui multiplie I, tout simplement, parce que I est bien le courant qui traverse la distance R1. D'accord? N'oubliez pas les indices, hein, d'accord? Il va y avoir des milliers de tensions dans les circuits, des milliers de résistances, donc c'est pas U égale RI à tous les coins de rue, d'accord? Okay. Donc on a U1 qui vaut R1I, et on a U2 qui est égal à R2I. Donc on profite du fait que ces deux résistances sont en série, et donc elles sont dans la même branche, et donc elles sont parcourues par la même intensité. Et là, on déverse tous les théorèmes qu'on a vus la semaine dernière. D'accord? Ça se passe très bien. Donc,
que vaut U. C'est pas dur, vas-y. Effectivement, ça vaut R1 plus R2, facteur de I. D'accord, tout simplement, on fait la somme des deux et factorisé à droite par I. Mais maintenant, si vous oubliez tout ce que j'ai écrit avant et que vous regardez que ça c'est la caractéristique de quoi? Sofiane, tu es vraiment en retard. Parce que là, je suis en train de donner des explications importantes et tu es en train de recopier ce qui se passe là-bas. La question, c'est pourquoi? Là, c'est une question. Pourquoi tu recopies le tableau de là-bas? Ouais, enfin, faut que tu fasses ça plus vite, hein, parce que mes commentaires sont importants quand même. Ah non, donc on active. Et on papote pas avec ses divers voisins si jamais c'est à cause de ça que non, je sais pas, je t'ai pas vu. Donc c'est une supposition. Voilà. Si je vous dis ça, c'est la caractéristique d'un dipôle tout seul. Ça serait quoi en fait? Ça ressemble à quoi ça? Ouais. C'est la caractéristique du dipôle AB. Certes, mais ça ressemble à quoi comme formule? Ouais. Ça ressemble à la loi d'Ohm, on est d'accord. Ça, c'est quand même largement une loi d'Ohm. Où la résistance serait quoi, tout simplement? R1 plus R2, d'accord? Donc, si je pose R équivalent égale R1 plus R2, eh bien, en fait, je me rends compte que ce dipôle-là, le dipôle AB, a la même caractéristique qu'une résistance seule, dont la résistance totale serait R1 plus R2, qui est un résultat que vous connaissez peut-être déjà, vous l'avez peut-être déjà vu au lycée. D'accord? Donc, vous voyez que le raisonnement n'est pas hyper compliqué, faire ça proprement. Après, bien sûr, ceci s'écrit U égale R équivalent facteur de I avec R équivalent égale R1 plus R2. Et donc, on reconnaît la caractéristique d'une résistance R. D'accord? Donc, résultat, et qui est un résultat que vous allez utiliser extrêmement régulièrement pour le coup, deux résistances en série. Alors, je vais essayer de l'écrire un peu mieux. Un dipôle constitué de deux résistances en série est équivalent à une résistance dont la valeur vaut la somme des résistances. D'accord? Donc, un dipôle constitué de deux résistances R1 et R2 en série est équivalent à une résistance unique de valeur R équivalent est égal à R1 plus R2. D'accord là-dessus? Voilà. Graphiquement, si vous préférez le voir, parce que pour le coup c'est très visuel comme théorème, si vous avez R1 et R2 comme ça, avec mes deux points bien identifiés, d'accord? Je vais d'ailleurs enlever les fils qui dépassent. Voilà. Ça, c'est équivalent à un dipôle, comme ça, avec une résistance qui vaudra R1 plus R2. On est au clair là-dessus? Alors, avant de continuer, je tiens à attirer votre attention sur quelque chose d'extrêmement important. Si U1 était une grandeur qui vous intéressait, cette équivalence, vous la faites disparaître. D'accord? Que dans ce nouveau circuit-là, vous n'avez plus de trace de U1. On est d'accord? Donc, grosso modo, vous faites des équivalences que si les grandeurs qui vous intéressent ne disparaissent pas quand vous faites des associations. Donc, en l'occurrence, soit ici l'intensité qui traverse la totalité du truc, puisque en série ça ne disparaît pas, soit des grandeurs qui seraient à l'extérieur de ça. Mais en fait, cette simplification de circuit se fait bien entendu au détriment de l'information, de détails que vous avez sur le circuit. D'accord? U1 et U2 n'existent plus là-dedans. On ne connaît que la somme. On est au clair là-dessus? Et je vous rappelle que c'est pas parce que vous connaissez la somme des deux nombres que vous connaissez les deux nombres. C'est ça le principe. Okay? Donc ça, c'est important, mais c'est ça l'ingrédient magique dans cette histoire. Bien entendu, ceci se généralise à n résistances. À votre avis, comment ça marche?
c'est la somme des RI si vous avez N, enfin des RK, pardon, si vous avez N résistances en série. Ceci se généralise. Donc N résistances en série sont, alors N résistances, je vais leur donner des petits noms quand même, R indice K en série sont équivalentes à une unique résistance de valeur Rec égale tout simplement la somme de K égale 1 à N dRK. Encore là-dessus? Voilà. Avant de continuer, il y a des réflexes que vous devez avoir qui sont extrêmement importants. Conséquences, et c'est des conséquences à deux résistances, mais je vous invite à réfléchir à une généralisation à N résistances. À deux résistances, R1 et R2. Si R1 est très grand devant R2, que vaut Rec? R1, d'accord. Donc, en série, c'est la plus grande résistance qui domine. C'est elle qui va imposer son comportement au circuit. Oui. C'est quoi la conséquence et le premier mot, c'est quoi? À deux résistances, c'est une parenthèse en fait. J'ai oublié de la refermer à la fin, d'où la perturbation. D'accord. Si R1 égale R2, que vaut Rec? Égale R. Bon. Donc si vos deux résistances ont une valeur commune R, oui, ça fait effectivement 2R. Donc, d'accord. Dernière généralisation qui est extrêmement importante. Là, je vais le faire à plusieurs pour tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de Rec par rapport à RK? Il est forcément plus grand, effectivement. C'est forcément supérieur ou égal à RK. D'accord. Je mets égal dans le cas où il n'y a qu'une seule résistance pour généraliser. Le principe, c'est ça. Autrement dit, quand vous additionnez des résistances en série, vous ne pouvez que augmenter la valeur de la résistance. Okay. Voilà. Et donc, ce truc-là a une conséquence supplémentaire, c'est que si vous êtes en série avec un circuit ouvert, eh ben, c'est équivalent au circuit ouvert tout seul. Puisque l'infini, c'est pas négligeable. Enfin, tout est négligeable dans l'infini dans cette histoire. On est d'accord sur ces petites conséquences-là? C'est pas forcément très compliqué. Jusque-là, c'est bon? Vous suivez? Vous avez déjà vu ces résultats? Vous les avez déjà démontrés comme ça, proprement? Ou pas du tout? On vous a balancé ça comme ça, allez, ça marche, c'est bon. Vous voyez que c'est pas dur quand même, ça mange pas de pain hein, comme démonstration. Je veux dire, c'est pas fou, quoi. J'ai terminé, je vérifie, mais je pense que... voilà. Alors dans les questions de cours, je la fais pas, mais vous la généraliserez. On vous dit si N résistances identiques R sont en série, la résistance totale, ça vaut quoi? Ça vaut N fois R, c'est pas difficile à faire, ça vous aidera à réfléchir à la généralisation. Voilà, mais c'est pas fou, quoi. Petit b, à votre avis, c'est quoi le titre de ce paragraphe? Résistance en parallèle, effectivement. Vous avez le droit de penser dérivation, ça ne me gêne absolument pas. Mais je vais essayer de garder le même vocabulaire pendant tout le cours. Voilà, c'est juste ça. On est parti. Donc, même punition, même motif, je vais raisonner avec deux résistances et je généraliserai à N résistances. Voilà, d'accord. Donc, et là, je vais vraiment le poser bien parce que ça, c'est plus compliqué. Soit un dipôle constitué de deux résistances en parallèle. Donc, tout à l'heure, je crois que j'ai écrit soit deux résistances en série, un peu basiquement, c'est ça? Je pense pas que j'ai pris cette précaution-là. Tout simplement parce que la branche constitue naturellement un dipôle. Quand vous mettez, j'ai même mis deux résistances, j'ai même pas mis en série. Si, quand même, j'ai fait ça. Voilà.
En fait, tout à l'heure, dans le petit a, j'ai pas pris de précaution parce que la branche constitue naturellement un dipôle, ou en tout cas une fraction de branche. Pour les parallèles, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez qu'il n'y a pas de truc naturel dans la définition stricte des trucs parallèles. On doit passer d'un point à un autre en suivant des fils, d'accord? Donc il est extrêmement important quand vous faites des associations en parallèle de bien identifier le dipôle dont vous parlez. Où est le point A? Où est le point B qui se balade, d'accord? Comme ça, quand vous débrancherez et que vous rebrancherez, vous n'aurez pas de problème, vous arracherez pas des fils à côté, etc. etc. D'accord? Ça, c'est important. Parce que justement, quand on fait des débranchages, rebranchages en parallèle, on peut vite se gourer. Parce qu'on ne sait pas comment rebrancher. Donc vraiment, ça c'est extrêmement important de bien identifier le truc. Et donc, je vais le mettre sous une configuration un peu particulière. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est un dipôle constitué de deux résistances en parallèle? D'accord? Il n'y a que ça. Ça vous impose que, en fait, le potentiel soit toujours le même partout ici et partout ici. D'accord? Petite remarque, ça peut aussi se présenter comme ça. D'accord? Là aussi, vous avez un dipôle constitué de résistance en parallèle. Ça peut se présenter aussi, je sais pas, on peut faire des trucs un peu bizarres. Ça peut se présenter aussi comme ça. D'accord? Donc souvenez-vous qu'en parallèle, vous pouvez avoir des trucs en parallèle qui n'ont pas l'air en parallèle, mais qui le sont effectivement. On est ok là-dessus? Voilà. Tout le monde est d'accord que ça, c'est à chaque fois des dipôles qui sont constitués de deux résistances qui sont en parallèle? Tout va bien? Voilà. Donc moi, je vais raisonner sur celui-là. Donc à chaque fois, bien sûr, c'est R1 et R2. R1 et R2, R2, R1. Alors, même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois paramétrer impérativement dans mon circuit? Le sens de l'intensité. Je vais en avoir combien là dans cette histoire? Ouais. Non. Il y en a combien encore tout? Alors, je vais être tatillon. En toute rigueur, il y en a 4. D'accord? Mais pourquoi il n'y en a que 3? Quand l'intensité elle est la même, Alors, l'intensité elle est uniforme. dans quoi? Oui, c'est ça le problème. Les petites uniformes, ça marche pas. Donc ça, t'oublies, théorème. Voilà. Oui, je t'écoute. À la fin, elles vont se rejoindre. Vous pouvez pas invoquer un théorème de course, s'il vous plaît, quand même? Oui. Parce qu'effectivement, la loi des nœuds ici et la loi des nœuds ici, c'est la même. D'accord? Voilà. Je vous rappelle que théoriquement, quand vous rejoignez quelqu'un à la gare, vous additionnez pas pour former un seul individu quand même. Il y a des théorèmes, d'accord, dans cette histoire. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez dans les wagons, mais moi, je veux pas le savoir. Donc, on va paramétrer les diverses intensités. Ok, j'avais pris quoi comme couleur tout à l'heure? Juste du blanc. Bon, c'est pas grave, je vais prendre du violet, ça va être sympa. Donc, ici, je vais mettre une intensité I, et je sais effectivement que cette intensité I est la même par loi des nœuds de l'autre côté. D'accord? Et je vais effectivement orienter I1 et I2 comme ça. D'accord? Donc, petite remarque, j'ai 3 intensités orientées, j'aurais pu les orienter n'importe comment. Grosso modo, en fait, je vous renvoie à l'analogie qu'on a fait dans le premier cours d'électrocinétique sur de l'eau qui coule, d'accord? C'est juste que, grosso modo, j'ai une probabilité très élevée que tous mes I, là, aient le même signe. Au pire, ils sont tous négatifs parce que je ne sais pas ce qui se passe là, d'accord? Mais grosso modo, tout coule dans le même sens, ok? C'est ça l'idée, en général, on fait ça. On est d'accord là-dessus? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre les tensions. Donc, j'ai une tension ici, que je vais appeler U1, et puis j'ai une autre tension ici, que je vais appeler U2. D'accord? Ça, je fais ça très basiquement. Mais qu'est-ce que je sais de U1 et de U2? Ouais. Ouais. Elles sont égales. Alors là, on va y passer tout le temps qu'il faut pour que ce soit crystal clear pour tout le monde, parce que j'ai pas eu un elles sont égales massif dans cette salle. D'accord? Pourquoi est-ce que U1 et U2 sont égales? Ouais. C'est en parallèle, et donc, pour l'instant, ouais.
Elle partage la même tension au signe près. D'où le fait que cet argument n'est pas un bon argument, parce que le au signe près me pose problème. Je t'écoute. Parce que la tension aux deux points, c'est la même. Que Que les... Non, mais que si tu me dis que les tensions sont égales parce que les deux tensions sont les mêmes, Non, mais c'est pas une démonstration. C'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. avec l'additivité des tensions, on Alors. sait que sur les deux branches qui sortent, la somme des tensions, c'est... L'additivité des tensions sur des branches qui sortent, non, c'est l'intensité. D'accord. Ouais, Camille. Si c'est pas la même résistance et que l'intensité n'est pas la même, Oui. que la tension. Pas encore. C'est dans l'autre sens. C'est simple, cette histoire. Vous avez deux arguments possibles. Alors, je vais vous donner un conseil pour faire des études supérieures. Quand vous ne voyez pas un truc, vous revenez à quoi? À la définition. D'accord? D'accord? Voilà la définition. Non, vous faites votre truc, vous connaissez la définition d'une putain de tension quand même. C'est quoi? Ouais. C'est une différence de potentiel, d'accord? Donc U1, c'est la différence du potentiel entre quel point et quel point. Ah bah, tout de suite, c'est vachement plus simple, là, une fois qu'on a pigé ça. D'accord? U1, c'est la différence entre quel point et quel point? Les deux là, par exemple, on est d'accord? Mais en fait, si vous vous souvenez, il y a un théorème de Cours qui est le théorème le plus important de toute l'électrocinétique, c'est que le potentiel, allez, il est uniforme le long d'un fil. Donc autrement dit, votre potentiel, c'est littéralement le même sur toute cette zone-là. D'accord? Je vous souvenez, j'avais fait des petits dessins comme ça la semaine dernière, d'accord? Le potentiel, sur toute cette partie que je suis en jaune, c'est le même, parce que le potentiel est uniforme le long d'un fil. Donc tant que vous ne croisez pas un dipôle, tout se passe bien. De la même façon, le potentiel est uniforme partout ici. Petite remarque, c'est ça qui me permet de faire des flèches U1 et U2 complètement vagues. Parce que vous voyez que là j'ai mis une flèche, mais c'est quel point en fait? Je veux dire, j'ai jamais précisé le point, alors que quand même je vous ai dit que c'était la différence de potentiel entre deux points. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte que dans un circuit électrique, une tension, c'est pas entre deux points, c'est entre deux zones d'équipotentiel. D'accord? Autrement dit, vous pouvez prendre, ce qui signifie que vous pouvez prendre n'importe quel point d'ici et n'importe quel point d'ici, et faire la différence des potentiels. Et là, ça devient beaucoup plus clair de pourquoi deux dipôles en parallèle partagent la même tension, toujours au signe près, parce que ça dépend comment vous les orientez. Mais tout simplement parce que comme l'une des bornes de l'un est reliée à une borne de l'autre par des fils de chaque côté, signifie que le potentiel se propage de l'une borne de l'un à l'une borne de l'autre. D'accord? Petite remarque, un autre argument possible, même si ça ne m'aurait pas fondamentalement emballé, parce que je préfère revenir aux définitions toujours, c'est l'application de la loi des mailles. Si vous appliquez la loi des mailles et que vous tournez comme ça dans cette maille-là, U2 est lu avec un plus, U1 est lu avec un moins, donc vous avez U2 moins U1 est égal à 0. Ce qui vous raconte très nettement que U1 est égal à U2. D'accord? Donc en fait, avec, et ça c'est extrêmement important, donc vous avez le droit de faire des choses comme ça, mais en fait, très vite, vous allez vous rendre compte que U1 c'est égal à U2 et c'est égal à U. D'accord? Sans aucune forme de problème. Bon, bah, une fois qu'on a écrit ça, ça va presque bien se passer. On va donc relier U à un certain nombre de choses. Que vaut U? Ouais. Ça vaut effectivement R1 fois I1, tout à fait. Puisque U est la tension aux bornes de R1 qui est traversée par I1, mais ça vaut aussi quoi? R2 fois I2, puisque U est la tension aux bornes de la résistance R2 qui est traversée par I2. On est d'accord? Et I, ça vaut quoi? Par quelle loi? Par la loi des nœuds, d'accord? Vous voyez que dans ce nœud-là, I est un courant entrant, I1 et I2 sont des courants sortants, donc on a bien la somme des entrants, I, qui vaut la somme des sortants, I1 plus I2. D'accord? Donc I, c'est égal, et là, on va faire un petit passage par quelque chose que vous manipulez trop rarement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que I, c'est G1U plus G2U. C'est quoi G?
c'est l'inverse de la résistance. On est d'accord là-dessus? D'accord? Donc ça c'est assez rare qu'on le manipule, mais je profite en cours justement pour vous rappeler que ce truc-là existe quand même. En fait, la loi d'Ohm, vous pouvez l'écrire comme I égale GU. D'accord? La loi de la résistance, c'est la conductance. Donc I c'est G1 plus G de U. On a donc une factorisation plus tard, d'accord? Grosso modo. Et donc ça signifie que je vais pouvoir écrire, donc, en fait, I, c'est égal à G équivalent fois U. Et ça, en fait, c'est la loi d'Ohm. Vous êtes d'accord que c'est la loi d'Ohm? Mais exprimé en version conductance. D'accord? Donc, on reconnaît une loi d'Ohm. Et donc, on est parti pour le théorème, mais bien sûr, je vais donner une version en résistance. D'accord? Donc, un dipôle constitué de deux résistances en parallèle, ou pas en parallèle, en parallèle, est équivalent à une unique résistance de conductance Gec est égal à G1 plus G2. Alors, je mets ce théorème avec les conductances juste pour la forme et juste pour vous dire qu'il y a une symétrie entre la situation parallèle et la situation série en basculant de résistance à conductance. D'accord? Néanmoins, on ne manipule en pratique jamais les conductances. C'est extrêmement rare qu'on fasse ce genre de choses. De la même façon qu'en optique, on manipule les distances focales et rarement les vergences. D'accord? Pourtant, ça pourrait être pas mal. Et donc, je vais vous donner, bien entendu, ce résultat en résistance. Quand même, soyons gentils. Parce que c'est celui-là qui m'intéresse. Ceci serait écrit que l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des inverses des résistances. D'accord là-dessus? Ou alors, où R équivalent est égal à R1 R2 sur R1 plus R2, qui est en général le théorème que vous allez utiliser. Et à côté, vous allez mettre un truc comme ça, d'accord? Un petit avertissement. Il y a marqué CF généralisation, donc c'est ce qu'on va faire un peu plus tard. Ce théorème-là, celui-là, se généralise mal. Parce que, bien entendu, si je prends trois résistances, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est homogène, ça? Bah non. Parce que c'est une résistance au cube, c'est une résistance. Donc ça ne marche pas. D'accord? Donc méfiez-vous, comme la peste de la généralisation, c'est pas du tout le produit des résistances sur la somme des résistances. Ça marche avec deux résistances, mais ça ne marchera pas pour la suite. On l'utilise tout le temps, donc forcément on le met comme ça, mais faites gaffe. D'accord? Si on fait quelque chose de graphique, ça signifie que si vous avez un dipôle comme ça, ce truc-là est équivalent à une résistance équivalente unique, Rec, et vous avez 1 sur R équivalent qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Graphiquement, c'est exactement ça que vous faites. Autrement dit, vous pouvez débrancher ce truc-là et rebrancher ce truc-là à la place. Voilà. On va faire toutes les conséquences. Alors, on est parti. Ceci se généralise à N résistance RK en parallèle. Alors, laquelle on peut généraliser facilement? Ou lesquelles on peut généraliser facilement? Écoute. Celle où il y a les inverses ou celle où il y a G. D'accord? Je vais faire les trois. D'accord? Voilà. Donc, Gec, c'est la somme
de K égale 1 à N des GK, qui serait écrit 1 sur Rec, qui sera la somme de K égale 1 à N des 1 sur RK. Et si vous avez vraiment envie d'avoir la formule générale avec les résistances, je vous la donne, d'accord? Mais comme vous pouvez le constater, je n'écris pas en orange, d'accord? Donc, la résistance équivalente, ce sera tout simplement le produit de K égale 1 à N des RK divisé par la somme de K' égale 1 à N du produit de K égale 1 à N pour K différent de K' des RK. Non, en fait, si vous avez suivi un cours sur les sommes et les produits, c'est extrêmement simple à lire. En gros, c'est le produit de toutes les résistances en haut et divisé par tous les produits possibles à n-1, n-1 résistance en bas. D'accord? Donc, par exemple, à 3 résistances, ce sera R1, R2, R3 sur R1, R2 plus R2, R3 plus R1, R3. C'est la somme des produits avec un cas qui manque. Tout ça, d'accord? C'est la somme des produits possibles. Oui. C'est pas plus, c'est indifférent. En fait, on prend tous les produits possibles et à chaque fois, en fait, on enlève une des résistances dans cette histoire. Donc, grosso modo, je vous rappelle que si vous enlevez ça, c'est R1, le produit de R1 jusqu'à Rn. Et si vous spécifiez K différent de K', c'est-à-dire que vous enlevez un terme à chaque fois pour n termes. D'accord. Donc, c'est ça la formule. C'est pas dur à faire, en fait, hein, dans cette histoire. D'accord. Donc, la génération se fait comme ça, et donc méfiez-vous, cette génération n'est pas aussi simple que le produit sur la somme. D'accord. Sinon, c'est pas homogène. Mais théoriquement, maintenant que vous avez subi des sommes et des produits avec M. Lévy, vous devez lire ça comme... voilà quoi, ça se fait bien. Alors, les conséquences, on est parti. Donc, comme d'habitude, à 2 résistances, R1 et R2, et puis j'aurai toujours ce truc de comparaison. Alors, si R1 est très grand devant R2, Rec est à peu près égal à quoi? Vous regardez la formule là-bas, celle-là. À R2. Donc ça, c'est hyper intéressant. R2. Autrement dit, quand vous mettez des résistances en parallèle, la résistance qui domine le comportement de l'ensemble, c'est la plus petite. Ça, vous le savez, quand vous prenez une prise comme ça et vous court-circuitez, ce qui va se passer, c'est la résistance la plus petite, pas l'air qui est autour, qui est la résistance extrêmement grande. C'est pas compliqué. D'accord. Deuxième chose, si R1 est égal à R2, que vaut Rec? Donc, pareil, égale une valeur commune grand R. Que vaut Rec? Ouais. R sur 2, tout à fait. Donc, en gros, en fait, quand vous mettez 2 résistances en parallèle, vous diminuez la résistance totale. Si vous vous souvenez de la formule que la résistance, c'est ρL sur S, vous vous souvenez de celle-là? Ça, en fait, ce que ça vous raconte, c'est que mettre des résistances en série, c'est augmenter L. Alors que mettre des résistances en parallèle, c'est augmenter S. Vous augmentez le nombre de possibilités qu'a l'intensité de passé. Donc, vous diminuez la résistance. D'accord? Voilà. Une métaphore transport en commun du problème est tout à fait bienvenue. Hein. Si vous mettez plein de portes, les gens vont plus facilement sortir que si vous mettez une porte. Par contre, si vous mettez un long couloir très étroit, ça va bouger, quoi. Donc couloir étroit égale en série, plein de portes, c'est égal en parallèle. Simple. Et donc là, il y a un truc qui est encore plus important. Qu'est-ce qu'on peut dire de la résistance équivalente par rapport à n'importe laquelle des résistances de l'association? Ouais. Ce sera plus petite, effectivement. En gros, votre
résistance équivalente sera plus petite que la plus petite des résistances complètes. D'accord? Voilà. Petite remarque, ceci généralise simplement. Si toutes vos résistances sont les mêmes, mais vous en avez n, la résistance équivalente totale, c'est simplement R divisé par N. Tout simplement. D'accord? Donc en parallèle, vous diminuez la résistance pour une raison très simple, c'est qu'en parallèle, vous augmentez la conductance, et comme la résistance c'est l'inverse de la conductance, c'est pas extrêmement compliqué. On est au clair là-dessus? Petit 6 si je ne me trompe pas. Voilà. Oui. Du coup, résistance en série et résistance en parallèle, c'est un peu opposé, les séquences. C'est un peu, disons que grosso modo, tous les théorèmes que tu connais en série sont exactement les mêmes que ceux en parallèle en remplaçant la résistance par la conductance. Voilà. Et comme la résistance c'est l'inverse de la conductance, bah, ça inverse toutes les inégalités, ça inverse la multiplication, ça intervertit multiplication et division, etc. etc. Voilà. Petit 6 générateur en série, ce truc-là est hors programme, a priori. Mais je le fais quand même. Donc c'est juste un truc que vous admettez, vous pouvez vous amuser à faire la démonstration, mais c'est relativement simple, d'accord? Voilà. Donc je vous écris directement le théorème, hein, je vais pas y passer des heures. Si vous avez deux générateurs comme ça, avec une FEM E1 et une FEM E2, constituant donc un dipôle, puisque c'est en série, ça à votre avis c'est équivalent à quoi? Enfin, c'est E1 plus. C'est effectivement E1 plus E2. D'accord. Attention, les deux générateurs doivent être dans le même sens, sinon vous soustrayez les tensions. Ça, vous utilisez ça littéralement tous les jours à partir du moment où vous utilisez un appareil à pile. Je rappelle que la majorité des appareils à pile fonctionnent sur 3 volts ou sur 4 volts 5. D'accord? Ça, c'est les trucs de base. Et je vous rappelle que la quasi-totalité des piles vendues dans le commerce fonctionnent sur 1 volt 5. Et donc, grosso modo, vous mettez soit 2 piles en série, soit 3 piles en série, pour faire 4 volts 5. Si vous voulez faire 6 volts, vous en mettez 4, etc., etc. Et vous avez quasiment la totalité des appareils à piles que vous avez chez vous. D'accord? Vous avez remarqué que quand vous mettez des piles dans un appareil, je suis sûr que ça marche, elles sont en général soit comme ça, donc là elles sont vraiment en série. On est là, tout le monde voit la série là dans cette histoire, le plus avec le moins en haut, le moins en bas, d'accord? Elles sont vraiment serrées dans le même sens. Si vous ne mettez pas dans le bon sens, ça ne marche pas. Donc cette histoire, ça ne détruit pas l'appareil dans le mauvais sens, c'est juste que vos piles vont débiter pour se charger l'une l'autre. Enfin, c'est bizarre en fait, là, mais la tension va être nulle à l'arrivée. Elles vont juste se parler entre elles, quoi. Voilà, globalement, ça va pas être terrible, quoi. D'accord? Et sinon, dans d'autres dispositifs, mais là, j'en ai pas sous la main, elles sont en général tête bêche pour pouvoir justement faire un contact comme ça. Donc, vous avez plus de deux, sinon ça fait trop long. Donc, voilà. Donc, c'est exactement ça que vous faites. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est juste un truc pratique à l'arrivée. Je ne vois pas l'intérêt de ne pas avoir ce théorème-là sous la main. Ça généralise à n générateurs. Voilà, la formulation avec les générateurs dans tous les sens, elle est chiante. Il faut mettre un epsilon k et ça sera la somme des epsilon k, ek avec les mêmes délires, machin truc. Mais bon, là c'est facile. On est parti. Il me reste à faire les ponts. Les ponts. Petit pont. Petit 7. Qui est probablement le truc le plus important qu'on va croiser dans cette histoire. Donc, petit 7. Pont. Donc à partir d'aujourd'hui, 14h15, je vais monter dans un état d'énervement hyper fort si vous ne savez pas les ponts. D'accord? Pour l'instant, vous ne les connaissez pas, donc je vous aime d'amour tout plein, d'accord? À partir d'une heure, je m'énerve si vous ne savez pas ce que c'est qu'un putain de pont et que vous ne savez pas le reconnaître dans un circuit. C'est la même chose que si vous ne connaissez pas la définition d'un foyer. D'accord? Voilà, ok? Vous comprenez pourquoi je deviens désagréable au fur et à mesure de l'année, parce qu'au bout d'un certain temps, vous allez finir par m'énerver sur quasiment tous les sujets. Voilà. Donc, m'énervez pas, vous me préférez de bonne humeur, de manière très générale. Ça, c'est hyper important, on va utiliser ça littéralement tout le temps, en particulier le premier, qui est le pont diviseur de tension. D'accord? Donc, il y en a deux. Alors, des ponts, il y en a plein. Il y en a des dizaines des ponts, en fait. Un pont, je vais vous définir ce que c'est d'abord. On appelle pont en fait une structure de circuit particulière sur lesquelles on a des résultats immédiats. En fait, c'est un truc qu'on reconnaît.
D'accord? Ah tiens, là on reconnaît ça. Voilà. De la même façon que vous reconnaissez deux résistances en série, par exemple, etc. etc. D'accord? Donc, ça, c'est ça la définition générale d'un pont. C'est pas très important, mais juste pour que vous compreniez que c'est pas un truc magique. C'est juste voilà, un pattern de circuit que vous reconnaissez. Ok. Donc, on appelle pont comment dirais-je, une forme de circuit, une forme particulière de circuit sur laquelle on a des résultats immédiats. Donc rien de magique. Okay. Donc des ponts, il y en a énormément. D'accord? Vous tomberez sur votre planche d'exo sur le pont de Whiston. Le pont de Whiston se généralise avec d'autres composants. Pont de Soti, pont de Nernst, pont de tout le monde. Il y en a plein, voilà, on s'en fout. Voilà. Mais vous en avez que deux à connaître. Le pont liseur de tension et le pont liseur d'intensité. Le pont liseur de tension est un pont que vous utilisez littéralement tous les jours dès que vous utilisez un chargeur. C'est le pont qui sert à transformer une tension haute en une tension plus basse. D'accord? Voilà. Simple. Alors, en vrai, on n'utilise pas ça, on fait de l'adduction, mais en continu, c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Donc, on est parti. Petit a, pont diviseur de tension. Alors, non seulement il y a le pont, et il y a aussi, enfin, il y a la formule du pont, et il y a d'autres résultats qui sont extrêmement importants dans cette histoire. D'accord? Alors, un pont diviseur de tension, c'est tout simplement un dipôle qui est constitué de n résistances en série. C'est juste ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est une première définition. Donc, un pont diviseur de tension est un dipôle constitué de n résistances en série. Alors, en vrai, on peut tricher un peu, mais pour cette année, on va en parler à la fin, parce que pour l'année prochaine, vous aurez besoin de ça. Autrement dit, un pont diviseur de tension, ça ressemble littéralement à un truc comme ça. Voilà. Et puis, vous avez des résistances. R1, R110K, R110N, et puis comme ça. D'accord? On est clair là-dessus? Voilà. Petite remarque, les deux points, vous pouvez les mettre ici, mais vous pouvez également les mettre ici. On est d'accord que d'un point de vue électrique, ces deux points sont littéralement les mêmes, d'accord, puisqu'ils sont au même potentiel. Il y a juste des fils entre les deux. Okay. Donc, une fois qu'on a raconté ça, je vais appeler U global la tension aux bornes du dipôle, d'accord, orientée dans un sens. Donc, on appelle U global la tension aux bornes du pont. Donc U global, c'est tout ce truc-là. D'accord? Voilà l'idée. Vous pouvez l'appeler U global, U pont, U tout court, U total, on s'en fout, d'accord, mais c'est le U qui couvre l'intégralité de votre pont. Donc des N résistances. Petite remarque, n'importe quel pont à N résistances contient lui-même plein de sous-ponts. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez prendre un pont ici, ou un autre pont ici, ou un autre pont ici. D'accord? Vous coupez un peu où vous voulez pour faire ça. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et ensuite, on désigne par UK la tension aux bornes de la résistance RK orientée dans le même sens que U global. Autrement dit, ici, ce sera vers le haut. D'accord? Et on désigne par UK la tension aux bornes de RK dans le même sens
que U global. Autrement dit, mes UK ont ces tronches-là. D'accord? Donc ça va être UK, ça va être U1, et ça va être UN. D'accord? Donc toutes mes tensions sont bien dans le même sens. On est d'accord là-dessus? Comme toutes ces résistances sont en série, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intensité qui les traverse? C'est la même pour toutes les résistances, puisque toutes ces résistances appartiennent à la même branche. Mais voilà, on commence un peu à touiller autour des trucs. D'accord? Et enfin, on désigne par I l'intensité dans le pont. Et là, comme j'ai posé les tensions avant l'intensité, je vais préciser la convention, mais je vais la faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais utiliser la convention pour orienter l'intensité, d'accord, en récepteur. Autrement dit, I est comment? Est-ce qu'elle descend ou est-ce qu'elle monte? Là, elle descend, d'accord. Voilà, puis elle fait tout ça. Oui. Je sais pas, la pente doit toujours être verticale, on peut Ah, horizon, les circuits électriques. Tu te poses jamais la question en vrai? Tu vas. Voilà. En général, on aime bien le faire vertical pour une raison très conne, c'est qu'en général, on aime bien mettre les générateurs vers le haut parce que ça rappelle cette histoire d'altitude de potentiel. Tu vois, les hauts potentiels en haut, les bas potentiels en bas. Ça s'arrête là. Hein. Voilà. Donc, on aime bien, tu vois, la valeur du truc, quoi. Voilà. Donc, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. D'accord là-dessus, donc I est comme ça. On va faire exactement les mêmes genres de raisonnement, sauf qu'ici on ne cherche pas un dipôle équivalent, mais ce qu'on cherche en fait, c'est avoir directement la valeur de UK en fonction de U global. D'accord? C'est extrêmement simple. Donc, on a déjà que vaut UK, tout bêtement. L'oiseau. C'est-à-dire qu'il y a I tout court, d'accord? Il n'y a pas de IK dans cette histoire, il n'y a qu'un seul I qui traverse tout le monde sans aucune forme de problème. Ça, c'est la première chose, c'est la dôme. Et qu'est-ce qu'on peut dire de U global en fonction des UK? U global est plus faible que le UK? C'est effectivement, c'est la somme des UK, d'accord? Par quel théorème? Alors, c'est pas la loi des mailles ici, parce qu'il n'y a pas de maille dans cette histoire. C'est la loi d'additivité des tensions, d'accord? Vous êtes d'accord que U global, a priori, elle est dans le vide là, il n'y a pas de dipôle, on ne sait pas ce qui se passe, donc techniquement, c'est pas la loi des mailles, même si vous pouvez inventer un truc comme ça, et vous allez avoir U1 plus U2 plus U3 plus UN moins U global égale 0. Ça marche aussi très bien, mais là, c'est la loi d'additivité des tensions qu'on utilise, d'accord? U global, c'est la somme de K égale à N des UK. Et donc, en gros, ça, c'est la somme de K égale 1 à N des RK fois I. Par la dose. Et là, vous constatez que je vais pouvoir factoriser I dans cette histoire. Alors, pour ne pas vous perturber, je vais mettre un K' ici, parce que je vais avoir besoin d'isoler le K là, et donc ils n'ont pas la même valeur, d'accord? Donc, je mets un K' ici, juste pour pas que ce soit le même K que là. Donc en fait, je vais monter là-haut, sinon je pars de cette place. Et donc finalement, U global, ça va être égal à la somme de K' égale 1 à N des RK', le tout multiplié par I, mais I en fait je peux le remplacer par UK sur RK. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et bah, c'est terminé, parce qu'en fait c'est le but du jeu. UK sur U global, c'est égal à RK sur la somme de K' égale 1 à N des RK'. Autrement dit, le rapport entre la tension d'une résistance particulière et la tension du pont, c'est égal à la résistance qui correspond à cette tension, divisé par, en fait, on peut l'écrire autrement. C'est quoi la somme des K' égale à N des RK' en fait? Hein? C'est R global, en fait, c'est comme c'est en série, mais en fait, c'est la résistance équivalente, tout
simplement. Voilà. Pourquoi ce truc-là est utile? Parce que ça vous donne directement la tension, même sans passer par l'intensité. D'accord? Pour la démonstration, on est obligé de passer par l'intensité, et maintenant vous pouvez sauter directement sur ce truc-là. Ça s'appelle la relation Dupont-diviseur de tension. Il y a un corollaire à ça qui est extrêmement important. Quel que soit K et K' dans 1n carré, eh bien en fait vous voyez que si j'applique cette formule-là à UK', je vais avoir exactement la même, je vais avoir RK' ici, donc je vais pouvoir faire le rapport. Et ça c'est un truc hyper important, c'est que UK sur UK', c'est égal à RK sur RK'. Autrement dit, dans un pont diviseur de tension, les tensions se répartissent proportionnellement aux résistances. Ça signifie que si je vous dis, voilà, je prends un pont diviseur de tension avec une résistance à 10 ohms, une résistance à 30 ohms et une résistance à 50 ohms, vous savez que les tensions seront en rapport 1, 3, 5 là-dessus. Autrement dit, celle sur 50 ohms sera 5 fois plus grande que celle sur 10 ohms. Donc la tension aux bornes de la résistance à 30 ohms sera 3 fois plus forte que celle sur 10 ohms. D'accord? Indépendamment de U global pour le coup. Ça c'est juste des rapports relatifs. Ça c'est extrêmement important. On s'en sert très régulièrement. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez, ça va se passer très correctement. Alors, le cas le plus courant, c'est celui-là. Ça, c'est le cas dans lequel on va le plus souvent utiliser le pont diviseur de tension dans cette configuration-là. D'accord? Que vous voyez? Alors déjà, on identifie pourquoi ça c'est un pont diviseur de tension. Je fais exprès de changer toutes les notations hein, pour vous voyez comment ça marche. D'accord? Ouais, Camille. Parce qu'effectivement, on a des résistances en série. C'est qui U global dans cette histoire? C'est U ou c'est V? Tout le monde est conscient de ça? D'accord? J'ai fait exprès de le mettre en coude comme ça, mais U, c'est la différence de potentiel entre cette zone-là et cette zone-là. C'est bien la tension globale aux bornes de R1 et de R2. D'accord? Donc V, c'est tout simplement U global. D'accord? Je la mets un peu autrement. On va les faire comme dans le théorème. V sur U, c'est égal tout simplement à la résistance que couvre V, c'est-à-dire R2, divisé par la résistance équivalente de mes résistances en série, c'est-à-dire R1 plus R2. Voilà. Ultra simple. D'accord? Très souvent, c'est à deux résistances qu'on l'utilisera, mais ça peut être un peu plus compliqué. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, imaginons que j'ai, je ne sais pas moi, 30 ohms ici et 50 ohms ici. D'accord? Voilà. Et que j'appelle cette tension-là U1 et que j'appelle cette tension-là U2. Qu'est-ce que je peux dire de U2 par rapport à U1? Ouais, tu l'as entendu? 5 tiers sur... Effectivement, U2 c'est 5 tiers de U1. Tout simplement parce que U2 est sur 50 ohms et que U1 est sur 30 ohms. D'accord? En gros, les tensions se répartissent. Voilà. Et vous pouvez en conclure également que la tension globale, ça va être combien de fois U1? 8 tiers, puisque la somme de résistance c'est grosso modo 8, U1 c'est grosso modo 3. D'accord, et la tension globale ça va être 8 tiers de U1. Bon, ça se passe très très bien dans cette histoire. Petite remarque, avant de finir. Quel que soit K, qu'est-ce qu'on peut dire de UK par rapport à U global? Ouais. Effectivement, c'est forcément inférieur ou égal à U global. D'accord?
D'où le fait que ça s'appelle un diviseur de tension. En gros, vous divisez la tension la tension globale, vous la divisez en toutes les résistances que constitue votre pont. Extrêmement simple. D'accord. Ça, ce truc-là, vous l'utilisez également tous les jours dans les abaisseurs, dans les chargeurs, mais vous l'utilisez également dès que vous avez un appareil avec un potentiomètre. D'accord. Ça là. Donc s'il y a des gens parmi vous qui jouent de la guitare électrique, par exemple, des gens qui font ça, à mon avis, en général, non, si ça existe quand même forcément sur 40 élèves, c'est impossible que personne joue de la guitare électrique. Statistiquement, quoi. Eh bien, bon, ok. Du synthé, qui fait du mixage, j'en sais rien. Enfin, des trucs avec des boutons qui se tournent, quoi. D'accord. Vous voyez les trucs avec des boutons qui se tournent. Ça, comment c'est fabriqué ce truc-là? En gros, vous avez une tension U comme ça, qui en général vaut genre 5 volts, d'accord? Et votre bouton, quand il tourne, il déplace ce curseur comme ça. D'accord? Et vous lisez la tension ici. Et donc, en déplaçant le curseur comme ça, vous changez la répartition entre la résistance là et la résistance là. Quand le curseur est ici, la tension est au maximum, ça vaut 5 volts. Quand le curseur est là, la tension vaut 0 volts. Quand vous êtes à la moitié, ça vaut 2,5 volts, puisque vous avez réparti la résistance en deux. D'accord? C'est pas une varistance. Un potentiomètre, c'est uniquement ça. C'est un truc où vous faites un pendiseur de tension où la répartition R1 et R2 est variable. D'accord? Voilà, c'est ce truc-là là-bas. Donc c'est un truc assez utile quand même, pour le coup, ça marche un peu tous les jours. Donc, le volume sur une radio de... Enfin, si vous avez encore des radios avec un bouton, d'accord? Ça marche, etc., etc. Tout fonctionne comme ça. On est d'accord là-dessus? Le pendiseur de tension, à partir de maintenant, vous connaissez ça sur le bout des doigts en partie, il faut que vous le reconnaissiez, d'accord? Et quand je dis il faut que vous le reconnaissiez, ça signifie que dans n'importe quel circuit, ça doit être votre obsession. Est-ce qu'il y a un pendiseur de tension dans cette histoire pour que je puisse aller vite et que je ne me coltine pas la loi des mains et la loi des nœuds? D'accord? Voilà. Donc, en gros, quand je poserai la question « qu'est-ce qu'on reconnaît ?», la probabilité que ce soit un pendiseur de tension est très élevée. D'accord? Voilà. Et on va s'en servir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. D'accord? Vous allez vous en servir en SI, quand ça fait des schémas blocs, c'est des pendiseurs de tension. Partout. D'accord? Donc, s'il y a un pendiseur de tension, il existe un pont moins utilisé, tout simplement parce que les générateurs sont un générateur de tension. Donc, ce qui va se brancher naturellement sur un générateur de tension, c'est un pendiseur de tension. D'accord? Mais il y a aussi le pendiseur d'intensité. D'accord? Je vais aller un peu plus vite sur celui-là, mais vous avez compris le principe. D'accord? Donc, si vous commencez à comprendre un peu la symétrie de ce cours, d'accord? Un pendiseur d'intensité, à votre avis, c'est un dipôle constitué de quoi? De une résistance en parallèle. Voilà, c'est pas très compliqué. Un pont diviseur d'intensité est un dipôle constitué de N résistances RK en parallèle. Alors, là, je ne vais pas le faire textuellement, mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc, c'est un dipôle déjà. C'est-à-dire que j'ai mes deux points ici. Et puis ensuite, je vais mettre mes résistances en parallèle. Je ne sais pas trop. Voilà, comme ça. Il y a des petits pointillés entre les deux. D'accord? Donc ça va être R1. Ça va être R2. Et ça va être... pas R2, ça va être R1 10K. Et ça va être R1 10N. On est d'accord? Alors, ici, comme c'est un pendiseur d'intensité, ce qui va m'intéresser en premier, c'est tout simplement I global. D'accord? Ok, donc je vais la mettre ici. Et ça, j'ai appelé ça I global. Autrement dit, c'est l'intensité qui va arroser l'intégralité de votre pont. Bien entendu, je vais paramétrer à l'aide de ça les intensités dans chacune des branches, I1, I2, I3, etc., etc., en les mettant dans le même sens que I global. D'accord? Donc ici, on est parti. I1, IK et IN. Donc là, j'écris juste ça en dessous. Hein. Quel que soit K, IK est dans le même sens que I global.
Et bien entendu, je vais appeler U la tension. Alors, est-ce que tous ces dipôles sont soumis à la même tension? Oui, au signe près, d'accord, voilà. Mais en fait, donc si je prends la tension comme ça, vous voyez que toutes mes résistances sont soumises à cette tension. Ok, donc je vais l'appeler U. Ouais, non, je vais la mettre en blanc parce qu'elle n'est pas importante. Voilà, celle-là je l'appelle U. Et on est d'accord que toutes les résistances sont soumises à la tension U, d'accord, puisque c'est la différence de potentiel, grosso modo, entre cette zone-là et cette zone-là. D'accord? C'est bon, là, si je fais la différence de potentiel en zone, c'est vraiment important. Hein. C'est ça qui me permet de tracer des flèches de façon complètement approximative, parce que, bon, bah... Voilà. Bien, bah, la démonstration, ça va aller assez vite. Qu'est-ce qu'on peut dire de I global, déjà? Ouais. Effectivement, c'est la somme de tous les IK par loi des nœuds, sans aucune forme de problème. Donc I global, c'est la somme de K' égale 1 à N des IK'. Et bien entendu, qu'est-ce que je peux dire de IK en fonction de U? Ouais. C'est U sur RK, ou parce que j'ai envie de vous faire chier comme d'habitude, c'est GK multiplié par U de la dôme version conductance. D'accord? Même problème. Donc, bah, c'est fini en fait, hein, c'est exactement la même chose. Hein, vous remplacez les IK' par les GK' sur U. D'accord? Et vous avez ça. Et donc, on a la formule du pondiseur d'intensité qui est que IK sur I global, c'est égal tout simplement à la conductance de la branche K sur la somme de K' égale 1 à N des conductances de toutes les autres branches. Autrement dit, c'est égal à GK divisé par quoi? C'est quoi la somme des conductances? On a vu ça il y a une demi-heure. Ouais, c'est effectivement G équivalente. Forme de prendre. Donc ça, c'est la relation. Donc ça, c'est la relation du pont diviseur d'intensité. Voilà, on s'en fout. Et il y a un corollaire qui est exactement le même que tout à l'heure. Et ce corollaire, ça vous raconte que IK sur IK' est égal en fait à GK sur GK'. Ou si vous avez vraiment envie de repasser aux résistances, mais je ne vous le conseille pas, c'est RK' sur RK. C'est l'inverse. Autrement dit, les intensités se répartissent de façon inversement proportionnelle aux résistances. Si vous avez donc des résistances en parallèle, plus une résistance va être faible, et plus l'intensité qui va la traverser va être forte. D'accord? Grosso modo, l'intensité va privilégier les chemins de faible résistance par rapport aux chemins de haute résistance. Je vous donne deux exemples quand même pour voir, pour que vous voyez comment ça fonctionne, mais c'est pas très très compliqué. Donc le premier, c'est celui à deux résistances très classique. I1, I2, qu'est-ce que je peux dire de I1 par exemple? C'est égal à quoi? Si vous avez compris. C'est égal à I, multiplié par quoi? Voilà, c'est celle-là. Hein. Donc c'est G1, voilà. On va utiliser les G1. Voilà. Donc c'est G1, facteur de G1 plus G2. D'accord? Ça m'intéresse pas mal en fait, en vrai. Alors, on va parler. Vous êtes toutes et tous avec moi là, c'est bon? Quand vous faites ça, vous avez un problème. C'est que quand vous allez passer aux résistances, vous allez basculer sur une fraction. En fait, trop d'étages. Alors, règle. Vous ne restez jamais plus d'un calcul, c'est-à-dire plus d'une étape, avec une fraction à plus de 2 étages. D'accord? À aucun moment. Ça, c'est la porte ouverte aux conneries. D'accord? Vous manipulez mal les fractions, de manière très générale. D'accord? Donc, grosso modo, vous faites en sorte que ce truc-là disparaisse.
déjà, on n'écrit jamais ce genre de truc, mais là, vous n'avez pas de chance, ça apparaît naturellement comme ça. D'accord? Il y a un rapport d'inverse qui sort. On est d'accord là-dessus? Et donc maintenant, je vais vous montrer. C'est pas dur. Vous l'a probablement déjà montré, mais uniquement avec des nombres. C'est-à-dire, on vous a montré ça quand vous étiez en cinquième. D'accord? Mais probablement pas en calcul formel. Comment est-ce qu'on fait en une seule fois pour se débarrasser des étages surnuméraires? Autrement dit, pour avoir une fraction avec un seul étage. Oui. On met une fraction en dénominateur. Faux. On s'arrête tout de suite. Je ne veux pas voir ça. Il y a trop d'étapes, trop de calculs. Un calcul. Faux. Si vous faites ça, votre étape d'après, il y a encore trop d'étages. Juste au numérateur, on multiplie ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a tout en bas. Et au dénominateur, on multiplie jusqu'au R1 et les deux. Oula. On ne peut pas multiplier numérateur et dénominateur par des termes différents quand même. Non, en fait, au numérateur. Ouais, mais ça, c'est parce que tu as fait deux têtes ce qu'ils veulent faire. Moi, je veux pas. Ouais. Multiplie par l'inverse du dénominateur. Quel dénominateur? Il y a trois fractions. On multiplie par 1 sur 1 sur 1 plus 1 sur 1. Tu multiplies par un truc qui a déjà trop d'étages. Raté. On multiplie par R1 en bas. Tu multiplies par R1 juste en bas. J'ai pas le droit de faire ça. Hein. Vous pouvez multiplier. Alors, je vous rappelle, le seul théorème sur les fractions, c'est que vous pouvez multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre. C'est le seul théorème de manipulation de fractions que vous avez le droit de faire. Quand même. On est d'accord? Tandis que vous faites x1, quoi. C'est toujours le même. Hein. D'accord? On multiplie par R1 sur R1 fois R2. Ça donnera pas. Ça donne un truc dégueulasse à l'arrivée. Ouais. En fait, on multiplie par R1 en bas. Et du coup, il ne reste que 1 dessus. Ouais, mais en bas, il te restera R1 sur R2. On met juste ce même dénominateur en bas. Faux. Ça fait deux étapes. Si vous faites ça, vous vous plantez. Non, mais je sais pourquoi je lutte. Si vous faites ça, vous vous plantez. Vous vous plantez parce que vous vous retrouvez avec une fraction de type A sur B sur C. Et j'ai déjà eu une fois dans les DM un plantage là-dessus. D'accord? Et si vous avez ça, vous vous plantez à chaque coup. À chaque fois que vous vous plantez sur une forme comme ça, vous ne savez pas quoi en faire après derrière. Vous tirez au pif le résultat. Et comme vous avez une chance sur deux, vous vous plantez dans 80% des cas. D'accord? Donc la réponse c'est non. Une étape. Ouais. Par quoi? Bah, il va rester une fraction là. Vous y êtes presque, hein, Camille. On multiplie par l'inverse de R1 plus R2 sur l'inverse de R1. Donc tu fais un calcul de mise au même dénominateur sans le dire. Tu me prends pour qui? C'est bon, quoi. Ouais. Multiplié par R2 plus R1. Plus. Vous voyez le problème, c'est que quand je vous gratte un peu, vous commencez à faire des conneries. Ouais. Voilà, t'es sûr? Sûr? Tu mets ta vie dessus? Oui. Ok, c'est bien. Tu ne mourras pas ce soir. Bonne chose. Donc, ce que vous faites ici, c'est que vous multipliez en vrai par le PPCM de tous les dénominateurs, de toutes les fractions qu'il y a. D'accord? Qu'elles soient au numérateur ou au dénominateur. Le plus petit commun multiplicateur. PPCM, programme de CM2. Non, programme de CM2, je sais. Programme de CM2. D'accord? Le PPCM, d'accord? Donc, en gros, en formel, très souvent, vous multipliez alors par le produit de tous les dénominateurs différents. Ça revient à ça, en gros. Okay. Donc ici, vous avez deux dénominateurs différents, qui sont R1 et R2. Donc vous multipliez numérateur et dénominateur par R1, R2. D'accord? Oui. Je me concentrais sur la fraction, mais le I est toujours là. D'accord? Vous multipliez numérateur et dénominateur par R1, R2. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? Ouais. En fait, comme c'est le PPCM de tous les dénominateurs, forcément vous allez avoir des fractions qui vont simplifier et faire disparaître le numérateur, tout simplement, le dénominateur de chacune des fractions par définition du PPCM. D'accord? Et donc, grosso modo, si vous multipliez, donc pour aller de là à là, vous multipliez par R1, R2, qui est le PPCM de tous les, qui est grosso modo le produit de tous les dénominateurs qui sont différents. Si vous faites ça, il vous reste quoi au numérateur? Au numérateur, on ne confond pas les deux. R2
Et au dénominateur, R2 plus R1, d'accord? Une étape. Pas de mise au même dénominateur, à aucun moment. À aucun moment j'ai fait une mise au même dénominateur. La mise au même dénominateur, c'est trop gourmand, c'est trop long. D'accord? Et vous allez vous planter. Cette méthode-là, c'est exactement la même que si vous avez un truc du type, imaginez, vous avez un truc du type, je sais pas moi, x sur a plus y sur b égale z par exemple, d'accord? Et vous voulez, je sais pas, isoler x par exemple dans cette histoire. Vous avez trop souvent tendance à mettre le même dénominateur, ce qui est trop gourmand. Ici, on fait quoi? On multiplie par AB. Et c'est terminé, ça désingue tout, et vous n'avez plus de fraction. D'accord? La mise au même dénominateur est une opération trop longue et qui sert en général à rien. D'accord? Alors, c'est multiplication et simplification rapide. Majoritairement, une des raisons pour lesquelles vous calculez mal, c'est aussi parce que vous utilisez des chemins trop longs et trop compliqués pour calculer. Et donc forcément, vous augmentez la probabilité que vous plantez. D'accord? Cette technique-là, elle doit être incorporée. D'accord? En tout cas, je ne vous parlerai pas de vous planter sur un truc pareil, pour le coup. On est d'accord? Voilà. Fournisseur de tension, par ailleurs, c'est ça l'idée. Et donc, vous constatez que c'est R2 qui gagne dans l'expression de I1. D'accord? Vous avez la résistance totale ici, mais c'est R2 qui va donner les trucs. Ça, c'est le premier exemple qui m'intéresse. Le deuxième exemple, c'est le suivant. Si vous avez, par exemple, une résistance de 30 ohms ici et une résistance de 10 ohms ici, et vous avez I1 ici et I2 ici, qu'est-ce que vous pouvez dire de I2 par rapport à I1? C'est le corollaire qui est là. Hein? Je sais pas. Alors déjà, laquelle va être la plus grande des deux? C'est I2, effectivement, c'est celle qui passe par la résistance la plus petite, d'accord? Et elle va être combien de fois plus grande? 3 fois. Tout simplement parce que ça va être le ratio des conductances, ou l'inverse du ratio des résistances, d'accord? C'est ça qui vous raconte que quand vous avez un court-circuit, toute l'intensité passe par le court-circuit. La conductance étant infinie, voilà. Ça va terminer en bas. On est au clair sur les ponts? D'accord là-dessus? Dernier théorème qui porte un nom qui s'appelle la loi de Pouillet, qui n'est pas au programme en tant que tel, mais que j'aime bien. C'est quoi? C'est le 7, c'est ça? 8. La loi de Pouillet est hors programme, alors elle est tellement programme que moi je l'ai apprise en 4e cette loi. D'accord? C'est une loi triviale, vous allez voir. Voilà. Mais je l'aime bien. Soit un circuit à une maille, contenant, et c'est une loi de Pouillet simplifiée, d'accord? Un générateur idéal de tension, et ce générateur idéal de tension est orienté en générateur, et N résistances orientées en récepteur. Voilà l'idée. Donc grosso modo, alors l'idée est la chose suivante, je fais mon générateur, mes diverses résistances, elles peuvent être à peu près n'importe où. D'accord, comme ça. Je décide de l'intensité, et là vous n'avez qu'une seule intensité puisque vous n'avez qu'une seule maille, donc une seule maille égale pas de nœud, pas de nœud égale la même intensité partout. Donc ça veut dire que mon générateur là il est orienté vers le haut ou vers le bas? Vers le haut puisqu'il est en générateur, et que toutes mes résistances sont orientées comme ça, d'accord? Donc là j'ai R1, donc là j'ai U1 pour la résistance R1, UK pour la résistance RK, UN pour la résistance R110. D'accord? On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc là, en fait, on a deux choses.
une première relation qui est celle du point. Est-ce que tout le monde voit que ça, c'est un point de tension? En fait, plutôt que ça, cette partie du circuit, c'est un point de tension. Avec du global qui vaudrait quoi? Bah, E. D'accord? Donc déjà, première étape, pour tout cas, UK est égal à E facteur de RK sur la somme de K' égale 1N des RK'. On est d'accord? C'est l'application de la relation du point de tension directement. Et surtout, la loi de Pouillet, c'est celle-là. Que vaut I? Il y a plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus simple, c'est de dire que toutes ces résistances-là sont équivalentes à une seule résistance de résistance, la somme, et donc I vaut tout simplement E divisé par la somme. Voilà. E divisé par la somme de K' égale 1 à N des RK'. C'est ça la loi de Pouillet, c'est celle-là. Celle qui vous donne directement l'intensité dans un circuit. Oui. Il y a N résistance Orienté au récepteur. D'accord. C'est celle-là la loi de Pouillet. On est d'accord là-dessus? Hein? J'ai vu ça en quatrième, à l'époque on se foutait pas de notre gueule quand on est au collège, quoi. Mais c'est pas tout autre, hein. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu une bascule, on a considéré que vous étiez débile. Et, et effectivement, un des trucs qui marche bien, c'est que plus on prend les gens pour des débiles, bah, plus ils le deviennent. Donc c'est pas mal. Donc vraiment c'est triste parce que quand vous allez en prépa, vous souffrez, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas débile en vrai, hein. Mais c'est juste bon, ça c'était mon problème de quatrième, ça, les circuits de maille. Aujourd'hui en quatrième, on fait, quand on appuie sur le rupteur, elle fait quoi la lumière? Hein? Elle s'éteint? Bah non, ça dépend si elle était éteinte avant ou si elle n'était pas éteinte avant. Voilà, on est dans Kaamelott, quoi, tous les jours. C'est génial. C'est ça. Bon. Donc forcément, après, quand on vous prend pour des gens intelligents, c'est dur pour vous. C'est un peu cerveau rouillé, quoi. Oui. Une résistance orientée en récepteur. Petite remarque, vous pouvez faire littéralement la même avec un générateur qui alimente plein de résistances en parallèle. Et cette fois, c'est que l'intensité totale, ce sera la somme des U divisé par R. Ça marche aussi très bien dans cette histoire. Bien, j'arrête pour aujourd'hui le cours d'électrocinétique. Petite remarque, vous connaissez l'intégralité de ce qu'on va voir dans le cours d'électrocinétique, donc vous pouvez faire l'intégralité des exercices de la planche que je vous ai distribuée jeudi dernier, si je ne me trompe pas. On est d'accord là-dessus ?